En direct de Rimouski. Vous la connaissez pas, mais Virginie Proulx rêve de devenir mairesse de Rimouski. Elle a des chances car Marie-Ève Albert ne se présente pas en 2021, sinon ce serait un massacre, Marie-Ève. Tu gagnerais ça facile. Ben non. C'est l'épisode 5, Ouais. déjà, de 120 secondes. C'est fulgurant. Fulgurant, la montée vertigineuse. T'es partout. J'ai jamais vu quelqu'un aussi travaillante que toi. C'est J'exagère 5-6 pas, là. entrevues par semaine. T'es une Ben machine. non. T'es une machine de guerre, Non. Marie-Ève Albert. J'ai des bons modèles. J'ai des bons modèles. T'es la Leila Ali du commentaire de boxe féminine. Et j'étais content pour toi parce que quand on a appris que Arthur Beterbiev allait se battre au Centre Bell le 17 décembre, on a rapidement appris la demi-finale et les quarts de finale. Et ce sont Marie-Ève Dicker et Kim Clavel. Et en plus, si tu as écouté ma grande entrevue avec Yvon Michel, il t'en a-tu donné de l'info pour Marie-Ève Dicker? J'ai dit, hey, Marie-Ève Albert, elle doit être en train de trépigner sur sa chaise à prendre des notes. Je n'ai-tu popé des boxeuses, tu penses? Je pense que j'ai fait le tour des welters et des super welters disponibles pour essayer de découvrir c'était qui son adversaire, premièrement. Je n'ai pas encore réussi, mais j'ai déjà une petite liste de personnes que j'aimerais voir contre Marie-Ève. Mais en plus, ça nous a donné une vision de vers où s'en va Marie-Ève en 2022. On va en parler tout de suite. Puis moi aussi, j'ai des sous-questions pour toi. Mais là, cette semaine, je me suis dit, là, Marie-Ève, elle contrôle son dossier. Je vais l'attaquer avec des questions précises. Ouh. Combat de championnat du monde pour Kim Clavel et Marie-Ève Dicker. Ouais. Je veux tout de suite que tu nous parles du dossier Kim Clavel qui s'est réglé hier soir. Bon, c'était réglé bien avant, on va se le dire, là, parce que aussitôt qu'ils ont annoncé que Kim était... Quand Kim a gagné sa ceinture WBC Silver, on s'entend que la WBC Silver, c'est pas une ceinture comme un autre. Ça te donne un pass pour devenir aspirant, là, pour devenir mandatory. Maintenant, c'est la WBC. Je te vois faire des faces. On sait comment la WBC fonctionne. Non, c'est juste parce que j'étais avec Elader Alvarez dans ma cuisine, puis il se brasse la tête, là. Non, moi, c'est ça, c'est ça. T'sais, la WBC, c'est la WBC, là. On en reparlera à un moment donné. Reste qu'on se doutait fort, quand on a su qu'elle se battait pour la ceinture WBC, que ça allait être contre Yesenia Gomez, qui est championne WBC, qui est une Mexicaine qui a quand même un bon palmarès. Elle est jeune, 25 ans, Yesenia Gomez. C'est une fille qui a des excellentes partenaires de sparring. C'est une fille qui est grande. Une fille de 5 pieds 6, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup plus grande que Kim, qui est à peu près 5 pieds. 5 pieds 1 peut-être. Entre 5 pieds et 5 pieds 1. J'ai des questions pour toi. Parce que moi, c'est... Yenesia Gomez, là, on regarde juste sa fiche, on va se faire un peu prendre, mais elle a passé pro à 15 ans. Fiche vraiment non protégée. J'ai une petite tendance, moi, à ne pas trop m'en faire. Mais admettons que tu as perdu à 15 ans et demi, là, je ne vais pas dire, tu as perdu à 15 ans et demi, tu vas perdre contre à 25 ans. C'est ça. Mais là, j'ai des questions pour toi. Oui. Elle a quand même un beau palmarès. Esmeralda Moreno, c'était pas une douce. J'ai vu un autre combat qu'elle a fait une nulle. Elle a le comparable avec Anna Victoria Polo. Elle a fait la même chose que Kim Clavel. On a un combat, là. C'est une fille qui sait boxer, qui est assurément la meilleure adversaire que Kim Clavel va avoir eu devant elle. Absolument. Puis le style de Yesenia Gomez peut causer du trouble à Kim. Parce que c'est une pressure fighter qui est beaucoup plus grande qu'elle, déjà en partant. Kim, va falloir qu'elle boxe un petit peu plus à l'intérieur. Peut-être pas non plus, mais il va falloir vraiment... La portée de Yesenia est plus grande que celle de Kim. C'est quelqu'un qui est habitué de faire des rondes endiablées. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'outils. Et on oublie, on dit qu'elle a passé pro à 15 ans, comme beaucoup de Mexicaines. Au Mexique, il ne faut pas oublier que la boxe amateur, surtout chez les femmes, c'est en déclin. Puis on l'a vu aux derniers Olympiques, il n'y avait presque pas de Mexicains qui étaient là. Il y a beaucoup de Mexicains qui passent pro tout de suite. Ils font beaucoup de combats dans leur jeune carrière, mais tout de suite dans un style pro. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas de carrière amateur, qu'ils n'ont pas appris. Ils ont appris avec des match-ups. Il y a énormément de boxeurs au Mexique pour avoir des bons match-ups jeunes. Hein? Donc, tu vas te pogner contre quelqu'un qui est de ton niveau, tu vas gagner, puis tranquillement, mais sûrement, tu vas avancer. Yesenia Gomez, excellente adversaire pour Kim. C'est une fille qui mange de la boxe, Yesenia Gomez, autant que Kim. Donc, elle connaît
Kim, comme Kim doit la connaître. Kim était avec Daniel Bouchard, est encore avec Daniel Bouchard au Mexique présentement. Yesenia Gomez avait un combat de tune-up hier. Sa ceinture n'était pas en jeu. Comme on voit régulièrement, elle a eu. Il ne faut pas oublier qu'Yesenia Gomez revient d'une longue absence. Elle a été plus d'1 an, je crois, inactive, en fait. Et elle avait besoin de ce combat de tune-up-là avant d'aller affronter Kim. Mais ça m'a tellement fait sourire parce qu'hier, on l'a vu sur les médias sociaux, la photo des 2 filles ensemble, une à côté de l'autre après le combat. Il n'y a pas d'animosité. Il y a beaucoup de respect entre les 2 filles déjà. Ça risque d'être très intéressant. On gardait ça pour entre les câbles. J'avais une autre sous-question. Tu sais, quand Chris Nemus était venu ici affronter Marie-Ève Dicker, Yvon Michel avait dit c'est assez simple, là, on va lui donner l'équivalent de ses 3 dernières bourses. Fait que elle va venir, c'est pas mal sûr. Est-ce que pour un promoteur nord-américain influent comme Yvon Michel, c'est facile de payer Yesenia Gomez? Tu sais, je regardais son dossier, jamais sorti du Mexique. Pour moi, c'était pas dur à mettre un montant sur le chèque qu'elle allait dire oui. Yesenia Gomez a quand même une bonne machine en arrière d'elle, mais elle ne coûte pas le prix qu'une Seniça Estrada coûterait pour sortir des États-Unis. C'est pas la même machine en arrière. Elle n'a pas un top rank en arrière d'elle ou un Golden Boy en arrière d'elle pour s'assurer qu'elle ait des grosses bourses. Donc oui, Yvon Michel va quand même payer pour la sortir du Mexique. Reste que c'est pas aussi cher que d'autres adversaires dans la catégorie. Non, mais en plus, c'est sur Top Rank, fait que c'est Top Rank qui va... C'est Top Rank qui va sortir le gros cash. Et question un peu à l'avance, là, mais c'est quand même Kim Clavel qui va être établie comme favorite dans ce combat-là. Oui, puis j'ai hâte. Je vais essayer de trouver un moyen de questionner Yesenia Gomez parce que pour elle, ça va être quelque chose de nouveau. Être devant une foule hostile, une grande foule, parce que ça va être plein. Ça va être plein. C'est un terrible de bon événement. Écoute, 3 combats de championnat. On va refuser du monde à la porte. Écoute, moi, je me déplace de Char de Matanière et Mousquoise, puis j'y vais, c'est sûr que je me ramasse là le 17 décembre. Elle va être devant une foule hostile qui ne sera pas sympathique à son égard. Ça change de quoi? Alors, moi, je me prépare là, pour y faire. Je me prépare pour y faire les gros yeux quand elle va marcher vers le ring. Ça, j'ai hâte. Et là, dans la même soirée, et là, c'est ma question, parce que j'ai des questions pour toi. Marie-Ève Dicker va se battre en championnat du monde IBF chez les 154 livres. Ouais. Et là, on s'en est parlé cette semaine en cachette. Ils ne peuvent pas amener l'aspirante numéro 2 parce qu'elle a 50 ans et ça va mal paraître. Mais là, j'ai des questions. Ça, on va garder ça pour tantôt, là, mais on a vu aussi qu'en décembre, il y avait 260 livres qui cherchent des adversaires. On a Marie-Ève qui cherche un adversaire. On a la WBA que Rankin va affronter Maria Lindbergh. Si on y va par élimination, c'est qui s'en vient ici contre Marie-Ève Dicker? C'est difficile. Je regardais rapidement, je regardais sur BoxRec parce que dans l'IBF, il n'y a pas beaucoup de filles classées. Si on regarde l'IBF, il y a peut-être 5-6 filles classées dans la catégorie. Toutes les autres positions sont libres. Dans cette catégorie, dans ces filles classées-là, tu as Chevelle Hallback, comme tu dis, qui a 50 ans. Mais il faut faire attention à Chevelle Hallback. OK? Chevelle Hallback a beau avoir 50 ans. Non. Cette année, elle a battu Logan Haller. Non, mais c'est simplement pour les apparences puis ce qui est arrivé au mois d'août. Moi, c'est Chevelle Hallback est compétente, là. Je ne fais pas de l'agisme, c'est parce que faut gérer le grand public. Il faut gérer le grand public. Ils n'aimeront pas avoir quelqu'un de 50 ans, mais ça reste que Chevelle Hallback, ça serait une des meilleures à être contre Marie-Ève. Parce qu'elle vient d'une grosse victoire, un upset incroyable. Parce que Logan Haller, c'est une prospecte. Elle avait pas. Et là, elle a été battue, mais maganée par Chevelle Hallback. Là. La face tuméfiée plusieurs jours sur les réseaux sociaux, à se mettre beaucoup de make-up là, pour cacher des joues bien maganées. Puis des comme j'ai fait avec mes cernes aujourd'hui. Exactement. Dans le fond, c'est exactement ce que toi tu fais, elle l'a fait. Là. Alors, ça pourrait être une adversaire. On ne peut pas la discarter, même si elle est âgée. Elle pourrait se ramasser ici. Je ne le sais pas, par contre, si elle est vaccinée. Non, j'ai posé 2-3 questions, puis il va falloir sauver les apparences. Moi aussi, j'ai posé 2-3 questions. J'ai demandé à Chevelle si elle avait été pressentie, puis elle m'a dit « je n'ai pas été contactée ». Okay? Mais moi, à sa place, là, mais je ne vais pas lui donner des trucs, mais en même temps, elle ne parle pas français, mais à sa place, si je n'ai pas été contacté en connaissant la rigueur de la IBF, j'appelle tout de suite mon ami Farley Avocat, j'envoie une mise en demeure, puis au moins, je m'assure que
au lendemain du combat, la nouvelle championne a 90 jours pour m'affronter. Tu sais, la IBF ont toujours été rigoureux sur ces affaires-là. J'ai vu des combats d'unification entre Klitschko et Fury, où Fury avait 45 jours pour affronter Charles Martin et abandonner le titre. Fait que si j'étais elle, je jouerais le palmarès. Tu veux revenir? Regardé, on parlait par élimination. Ça ne sera pas Maricela Cornejo non plus parce que son agente n'a pas été contactée. À moins, mais tu sais, ça peut changer. Ils ont-tu trouvé un adversaire ou ils sont en processus de faire le matchmaking? Ça, c'est une autre question et je n'ai pas de réponse à ça. S'ils n'ont pas commencé, ça se peut que personne n'ait été contacté ou presque, mais ça se peut quasiment pas qu'ils n'ont pas commencé à cogner à des portes. Moi, mon combat préféré, ce que j'aimerais voir, je vais te le dire, c'est une prise 2 contre Chris Nemus. Pourquoi j'aimerais ça? Parce que Chris Nemus est encore la plus dangereuse après Marie-Ève puis Clarissa Shields dans la catégorie. Chris Nemus, c'est une fille qui a eu sa chance contre Marie-Ève, qui a perdu sa ceinture contre Marie-Ève en sous-carte d'Adonis, on se rappelle, mais elle a toujours revendiqué qu'elle avait gagné ce combat-là. Alors, c'est une guerre à finir entre les deux. L'une a pris la ceinture de l'autre. Maintenant, les deux n'ont plus la ceinture IBF, donc les deux veulent courir après leur petite chérie qu'elles ont perdue. Et Chris Nemus, elle est vaccinée. Et elle a un visa. Donc, moi, elle est déjà rentrée, mais sur les médias sociaux, elle semblait plutôt dire qu'elle n'avait pas été contactée, qu'elle s'attendait à l'être. Elle aussi, je la connais, Chris Nemus. J'ai dit, t'as-tu été contactée? Elle dit non, je n'ai pas été contactée. Mais ça ne veut pas dire que Chris Nemus, elle ne fera pas des contacts pour cogner à la porte à Yvon Michel parce qu'elle n'a plus d'agent. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, j'ai plus d'agent. Dire, Yvon, pense à moi pour Marie-Ève. J'aimerais ça avoir une deuxième chance. Mais ça serait très vendeur parce qu'il y a un côté émotif. Puis ça avait donné très bon combat, Chris Nemus contre Marie-Ève. Puis ça ne sera pas Anna Rankin. Ça ne sera pas Maria Lindbergh, qui sont déjà dans un combat de championnat en novembre. Ça ne sera pas non plus Patricia Bergu, qui va défendre son titre contre Olivier, c'est ça, je pense que c'est Olivier Belkacem. Je ne me rappelle pas. Alors, c'est ça, ces filles-là... Mais il y a un paramètre qu'on ne connaît pas, c'est est-ce que Marie-Ève Dicker est la demi-finale sur la télé américaine ou est-ce que eux, ils arrivent avec leur demi-finale, les Américains, puis les filles, dans le fond, sont peut-être pas les deux sur la télévision. Tu sais. Si Marie-Ève Dicker est en demi-finale, je t'annonce que là, il faut que l'adversaire soit approuvé par la télévision. Oui. Et là, Namus devient très intéressante. Elle devient vendeuse. Si c'est Kim qui fait le quart de finale, qu'il y a des Américains en demi, puis que Marie-Ève est avant la soirée de boxe à la télévision, là, on pourrait avoir une adversaire comme un Cynthia Lozano qui va coûter moins. Cynthia Lozano, qui est quand même une classe. Il y a des adversaires comme ça qu'on peut penser. Logan Haller aussi, qui s'est fait battre par Chevelle, que je mentionnais. Mais je connais pas je ne sais pas si Logan Haller est vacciné. Ce n'est pas des informations que j'ai. Ça restreint quand même beaucoup le choix de filles. Oui, on est rendu à parler de vaccins au lieu de parler de combattantes. Des visas aussi. Alors, à suivre. Tu veux revenir sur la performance d'une fille que je ne connais pas, Martine Vallière-Bisson? Non, tu ne la connais pas pantoute, Martine. De moins en moins, toujours occupée. Je vais juste revenir parce que, dans le fond, j'étais là. J'étais là, toi aussi. Ça s'est passé après qu'on ait enregistré le podcast de septembre. Et je veux juste... Les gens n'ont pas conscience comment c'est difficile d'apprendre à la dernière minute qu'on va avoir un combat. Perdre 10 livres en 2 semaines, s'adapter à une fille qu'on ne connaît pas beaucoup, se déplacer pour faire ça. Martine, elle n'a pas de promoteur. Elle a son équipe à elle, mais elle n'a pas de promoteur. Donc, on accepte ce qu'on se fait offrir dans ce temps-là. Martine s'est fait offrir un deal parce que Brie Alling n'a pas fait la coupure pour Lindsay Garbett, probablement par manque d'expérience. Martine n'a pas une fiche bien différente de celle de Lindsay à première vue du côté pro, mais elle a tout un background amateur que Brie n'a pas parce qu'elle n'a pas fait de carrière pro en boxe. Alors, on a vu le combat. Martine avait pour plan de match de pas se battre dans la cabine téléphonique. C'est elle qui le disait exactement comme ça. Elle a réussi. Elle a fait un combat vraiment surprenant. Pas surprenant parce qu'on pense qu'elle n'est pas capable, mais en si peu de temps, trouver le moyen
d'appliquer son plan de match de cette façon-là. Tu as été en déshydratation, en réduction de poids pendant 2 semaines. Donc, le niveau d'énergie, c'est pas le même que quand tu as 6 à 8 semaines de préparation pour descendre doucement. Je l'ai trouvé extraordinaire, Martine. J'ai trouvé qu'elle avait le cœur à la bonne place, un cœur vraiment énorme. J'espère que des gens vont oser la remettre sur leur carte parce qu'elle a donné tout un spectacle. C'était un des meilleurs combats de la soirée. Si ce n'était pas le meilleur combat de la soirée, ça a été essoufflant de bout en bout. Je vais te dire un secret que j'ai pas le droit de te dire, là. Ça se peut que je vais me mettre dans le trouble, mais la fille de l'Alberta est rendue à 5 refus. Fait que je sais pas comment on va matcher les combats. C'est pas facile. À un moment donné, il faut accepter ce qu'on se fait offrir. Martine a fait peur à tout le monde. Là. Ça, c'est le problème quand tu fais une trop grande performance. Après ça, tu te barres un peu des boxeuses qui veulent plus t'affronter. On se dit, voyons, trop forte. Elle commence à se faire un fanbase. Il y a Maëlys Gangloff, la française, qui a fait une Q&A sur Twitter, sur Instagram à un moment donné, il n'y a pas longtemps, peut-être 2 semaines. Puis il y a quelqu'un qui a demandé qui est la boxeuse francophone ou française que tu vois le plus en montée. Puis elle a dit c'est une Canadienne, c'est pas grave, mais c'est Martine Vallière-Bisson. Elle la connaissait? Donc le nom commence à circuler, même en France, auprès d'autres boxeuses. T'sais? Martine Vallière-Bisson, la préférée de l'Europe maintenant. Je connais Jessica Tutsi-Bop beaucoup par Google Images. Les gens à la maison, faites vos recherches, comme disent les complotistes. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a essayé un retour. C'est une fille qui est championne. Es-tu dans la catégorie en dessous de Kim Clavel à 105 livres ou je me trompe? Elle se bat dans plusieurs catégories. Elle se bat chez les coqs, elle se bat chez le minimum wage. Mais championne. Championne, oui. C'est une championne WBA, OK? Elle, ça faisait 2 ans, ça faisait depuis juin 2019 qu'elle ne s'était pas battue. Puis Tuti Bop, Jessica Bop, c'est une des big shots de la boxe. Moi, je l'aime vraiment. Pourquoi c'est une des big shots de la boxe? Écoute, elle s'est battue contre tout le monde. Elle a une personnalité forte. On dirait que tu veux pas le dire. C'est une mannequin de maillot de bain, de bas de maillot de bain, là. Oui, c'est une belle fille aussi. Oui, mais mannequin dans son pays. Elle fait plein de choses dans son pays. Écoute, c'est une big star. Et je l'aime beaucoup, moi, comme boxeuse. 36-1? Oui, on peut dire ça de même. Là, non, ça fiche, c'est 36 victoires, 1 défaite. Non, j'ai compris. On peut dire ça de même, mais c'est parce que, en tout cas, c'est controversé. Sa dernière défaite, il y en a qui disent qu'elle avait gagné, il y en a qui disent que c'était nul, il y en a qui disent qu'elle avait perdu. Mais là, qu'est-ce qui s'est arrivé avec son retour raté? C'est qu'elle a perdu son dernier combat? Écoute, après 2 ans, elle se ramasse contre une boxeuse. Elle revient contre une boxeuse qui s'appelle Vanessa, dans le fond, Paulina Vanessa Basualdo. Une fille ordinaire. Pas une grande boxeuse ni une mauvaise. C'est une fille classée, mais quand même. C'était un tune-up fight pour le retour. Le titre n'était pas en jeu. Un peu comme Yesenia Gomez hier au Mexique à Cancun. Et écoute, elle s'est faite. Elle perd par décision partagée. Après son retour, tout le monde était un peu surpris de ça. Ça a un peu choqué les gens parce qu'on s'attendait à une dominance complète de Jessica Bop. Et le titre n'était même pas en jeu. Donc, les gens se disent, mais coudonc, apprenais-tu ça au sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu encore capable? Est-ce qu'elle a encore le cœur à la boxe? Ben, oui, elle a fait un long message le lendemain pour expliquer qu'un accident, ça peut arriver, etc., etc. Tu sais, la typique affaire, super positive, souriante, belle comme d'habitude. Et elle a tout de suite planifié un combat pour mettre son titre en jeu quand même. Ça va avoir lieu vraiment, si je ne me trompe pas, ça va avoir lieu bientôt, 22 octobre, je pense, la semaine prochaine, dans le fond. Ça, c'est le même vendredi que il y a un gala à Montréal. Ouais. Ben là, dans le fond, 22 octobre, Johanna Blanco-Zuniga va se battre contre elle. C'est une fille de 16-0, dont 9 KO. Mais tu sais, Kim Clavel m'écrivait hier sur Twitter, quand j'ai publié cette annonce-là, puis elle me disait « Je suis un peu déçue du choix de l'adversaire parce qu'elle avait beau avoir une belle fiche, c'est quasiment toutes des filles qui ont des fiches perdantes contre elle. » On va en parler. Tantôt, j'en ai une 16-0 que je vais t'interroger sur elle. On va en parler tantôt. Donc, alors, Jessica Tutsi-Bop se bat la semaine prochaine contre une 16-0 qui a une fiche gonflée. Et il faut surveiller Tutsi-Bop parce qu'un jour, Kim Clavel va avoir des combats d'unification et Tutsi-Bop, tu as une cible dans le dos.
Oh, Et là, énorme cible dans le dos, parce que si elle se bat comme elle s'est battue il n'y a pas longtemps, Kim la mangerait, là. Donc, j'ai hâte de voir le prochain combat, mais ça reste que Zuniga n'est pas une adversaire de calibre pour la défense de son titre. C'est mon là opinion. notre prochain dossier en est un grave. Oui. J'ai compté l'anecdote, je vais te la raconter une autre fois. Moi, j'étais allé voir Lisa Noël Garland qui affrontait Marie-Ève Dicker. Elle avait raté le poids de 0,4 livres. Elle est venue pour enlever son maillot. Puis là, la régie, ils ont fait non, tu restes habillé, toi, là, ça paraît mal, une fille tout nue avec des vieux monsieur de la régie autour. Fait que t'enlèves pas ton linge. Là, Garland, elle descend, elle dit à Marie-Ève, ils n'ont pas voulu que j'enlève mon linge. Puis je vais dire la vérité. Je suis dans mes règles, j'ai eu de la misère avec mon poids, mais tu sais, je l'ai raté de 0,4 livres. Ils veulent pas que j'enlève mon bikini. Puis regarde, je suis en shape. Marie-Ève, elle a dit, garde ton 20%, ça me fait plaisir. Marie-Ève est trop fine. Le lendemain, l'autre Marie-Ève, elle accroche un peu à la fin d'un round. L'autre, elle te l'a traité de BITCH, bord en bord le casino. On a juste entendu ça. Puis là, moi, j'ai crié, t'aurais dû garder ton 20%, Dicker. Mais c'est ce qui est arrivé à Shannon Courtney qui avait perdu son titre avant même de boxer, malheureusement, contre Jamie Mitchell. Shannon Courtney, il n'y a rien qui n'y arrive pas, c'est pas compliqué. C'est vraiment la mal-aimée en Angleterre. Pourtant, elle était championne, elle avait fait... c'était surprenant. C'est surprenant de voir comment les gens sont durs envers elle. Là, Shannon Courtney est arrivée 2 points, à peu près 1 kilo over sur la balance à son combat contre Jamie Mitchell. Ils lui ont donné 2 heures pour aller faire le poids. Ça veut dire aller au sauna, faire du bicycle, couper tes cheveux, anything you want, you can do it. Enlever ton linge. Mais elle a décidé de ne pas le faire. Elle est descendue de la balance. Elle a pris de l'eau tout de suite pour se réhydrater. Et peu de temps après, Eddie Hearn parlait à mes collègues de Women Fight News et leur disait que Shannon Courtney n'allait pas faire le poids et allait faire un communiqué. Le communiqué qu'on a reçu, c'est que ses règles avaient déclenché comme la veille ou la journée même et qu'elle avait été incapable de perdre. Elle n'avait pas eu de problème, elle faisait le poids jusqu'à la journée même de la pesée. Puis elle avait décidé de pas... avait accepté de perdre son titre sur la balance. Là, on va parler, c'est un sujet tabou, les règles. Hein, c'est un sujet tabou, les règles en boxe féminine. Il y a beaucoup de gens, puis même entre les boxeuses, beaucoup ne veulent pas parler de ça. Puis il y en a qui en ont. Il y a des boxeuses qui en ont vraiment profité pour blaster Shannon. J'ai vu des Michaela Mayer avec des commentaires infects là, sur elle. Il y en a d'autres qui ont embarqué. Beaucoup se sont moqués. Mais il y en a qui disent que si tu avais bien fait si tu avais bien géré tes choses, les règles n'auraient pas influencé que tu fasses ou non le poids. C'est que tu étais trop serré, tu étais en retard dans ton échéancier. C'est controversé, Laurent, parce que ça dépend de la biologie de la personne. En vrai, effectivement, j'ai parlé à plein de boxeuses en privé après ça, dont je ne nommerai pas le nom, mais je n'ai popé un paquet pour savoir c'était quoi l'impact des règles. Puis la plupart m'ont dit, il faut le considérer, il faut être super bien entouré, il faut avoir un coach qui comprend ça et un nutritionniste qui comprend ça, un préparateur physique qui comprend ça. Parce qu'effectivement, il y a des filles qui peuvent prendre de 1 à 5 livres 2-3 jours avant leur règle. Quand tu as un cycle qui est non contrôlé, quand tu as un cycle qui est non régulier, ça peut déclencher un moment où tu ne t'attends pas, donc dans ta semaine de combat, entre autres, quand tu es en pleine déshydratation déjà, et là, d'un coup, tu te ramasses en rétention d'eau à 24 heures de ta pesée. Donc, c'est pas toujours comme ça. Il y a des filles qui n'ont aucun problème. Il faut que tu le considères. Parce que, tu sais, même Clarissa Shields le disait, je le considère. Moi, j'ai fait 2 Olympiques, elle dit, avec mes règles, puis j'ai fait aussi mon combat. On a entendu parler de ces 2 Olympiques avec Clarissa Shields. C'est ça. Fait qu'elle a dit ça. Et Bunny Bridges, elle a dit, j'ai fait 4 de mes combats, 4 sur 7, si je ne me trompe pas, ou 8. Je pense qu'elle a 7 combats. Je n'ai 4 où j'avais mes règles dans la semaine de combat. Il faut le considérer. Ce serait beaucoup plus facile de faire le poids si on n'avait pas ça. Par contre, on ne connaît pas la biologie de Shannon Courtney. On ne connaît pas... est-ce qu'elle était à un tel point déshydratée qu'elle ne pouvait pas déshydrater plus? Est-ce qu'elle était... Parce que c'est pas juste une question de poids, c'est une question d'énergie aussi. Tu es plus fatigué, tu as mal dans le dos, tu as mal au rein. On fait quoi? On peut pas changer le règlement, on peut pas dire c'est 140 plus 1% de la journée. That's it. Tu peux rien faire. C'est juste arrivé, c'est dommage. Mais ça l'a joué. C'est comme le mieux. Le mieux, ses reins ont lâché 2 jours avant. Mais à un moment donné, là, on ne connaît pas tous les détails de Shannon Courtney, son état de santé. Si elle n'est pas allée faire du bicycle ou du spa après, pas du spa, mais du sauna après, c'est peut-être qu'elle ne pouvait pas.
Hein, en se présentant sur la balance, elle savait probablement déjà qu'elle était over puis qu'elle allait essayer de le baisser. Ça a joué sur son moral. Elle a perdu quand même. Elle a pas très bien boxé, on va se le dire, contre Jamie Mitchell. Elle a pas perdu sa ceinture parce qu'elle l'avait déjà perdue, mais le titre n'est plus vacant. C'est Jamie Mitchell qui repart aux États-Unis avec. Jamie Mitchell qui, selon moi, ne gardera pas ce titre longtemps parce que c'était pas une adversaire qui était cotée dans le top 10. Est-ce que tu sais que c'est la boxeuse préférée de Sarah Couillard? Mais elle est bien bonne, mais ça reste que la catégorie est féroce. Ça reste une catégorie féroce. Déjà, il y a une clause de rematch. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Je crois pas que Shannon va mieux boxer parce qu'elle n'a pas ses règles. Hein, by the way, là. Ça, c'est mon opinion. Shannon Courtenay, c'est une bonne boxeuse, mais c'est pas une excellente boxeuse. Elle a eu une chance sur un titre contre Ebony, sauf que mets-la contre quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a d'autres bonnes boxeuses. Là, ça se peut qu'on entende des nouveaux noms, là. Parce que, tu sais, quand quelqu'un de Matchroom a la ceinture, hein, là, tu as tout le temps les mêmes noms. Rachel Ball, Ebony Bridges. Ça tourne tout le temps à 3 noms. Là, ça va être qui? Qui qu'on va avoir? Parce que là, c'est plus du tout la même gang. Donc, on va avoir un rematch, mais ça pourrait être Julianne Luna, entre autres Melissa Odessa. La ceinture est rendue en Amérique. Il y a d'autres boxeuses de qualité de la catégorie qui sont ici. Ça pourrait être intéressant. Au gardant la ceinture ici. Ben oui. Là, son prochain sujet, c'est la très jolie Ilem Mekaleb qui a défendu son titre EBU des super plumes contre Passa Malagic. Là, EBU. Européen, c'est un titre européen. Comme nous autres, la NABF ou des affaires de même. C'est des titres. Ouais. Donc, Ilem Mekaleb, ça, c'est une de tes préférées, j'imagine? Oui, Hélène, c'est une fille que j'aime beaucoup, que j'ai interviewée la semaine dernière, il y a 5-10 jours peut-être. Tu les as toutes interviewées. Oui, mais c'est parce qu'Hélène, elle a vécu toutes sortes de choses dans son année, puis là, elle s'enligne pour une grosse fin de 2021, un gros 2022, Hélène Mekaleb. Alors, il fallait qu'elle défende son titre, elle a eu toutes sortes de péripéties, elle devait se prendre contre Ima Ayadi, ça a été reporté comme 2-3 fois, puis annulé. Finalement, ils ont choisi Passa Malagic, qui était une boxeuse disponible, qui n'est pas l'aspirante numéro 1 de la ceinture. L'aspirante numéro 1, c'est Delphine Pearson, qui pourrait être une des prochaines adversaires de Ilem. Donc, Ilem, elle était inactive à cause de la COVID, elle aussi, depuis vraiment un bon bout. Là, ça faisait presque 2 ans qu'elle n'avait pas boxé. Elle s'attendait à faire des rounds. Et elle est arrivée, puis elle a knocké son adversaire au premier round. Une adversaire qui avait quand même du bagage. C'était pas une fille qui n'était pas capable de faire des rounds contre Ilem, mais c'est arrivé probablement. Ilem, elle a changé de coach, elle a changé de gérant, elle a changé tout son entourage. Elle est déménagée à Paris dans la dernière année. Et probablement qu'avec Ali Oubali et compagnie, ce qu'ils ont pratiqué en gymnase, ça a vraiment porté fruit. Là, Ali Oubali lui disait « frappe moins, frappe mieux ». Moins de volume, plus de qualité, c'est ce qui est arrivé. Hein? Elle a placé une combinaison de qualité puis elle a knocké l'adversaire vraiment rapidement. Là, qu'est-ce qui va arriver pour la suite pour Ilem? On s'attendait, elle est aspirante obligatoire de Terry Harper. Là, ce qui est arrivé, ils lui ont offert à 3 semaines et demie d'avis un combat de championnat contre Terry Harper le 13 novembre. Et elle a refusé parce qu'elle s'est dit, moi, je ne suis pas une défense optionnelle, je suis une défense obligatoire. J'ai le droit d'avoir un camp d'entraînement pour le faire. C'est pas correct. Fait que Steffi Bull, dans le clan Harper, a dit c'est correct. Et ils sont allés chercher Alicia Baumgartner pour Terry Harper à la dernière minute. Et Ilem devrait être la prochaine. Selon Steffi Bull, c'est Ilem qui est en liste la prochaine. Donc, Ilem elle se prépare déjà pour ça. Mais en parallèle, il y a des négociations en cours avec Delphine Pearson, justement pour un combat contre elle, qui serait un excellent combat à voir. Delphine Pearson, qui est une des meilleures, qui est une pound for pound depuis des siècles et des siècles. Pressure fighter all the way. Quelqu'un qui a de l'énergie à n'en plus finir. Donc, j'aimerais beaucoup voir Harper Mekaleb, j'aimerais beaucoup voir quasiment autant d'énergie que toi quand tu réponds à une de mes questions. C'est ça. Regarde, c'est la même affaire. Fait qu'Ilem pourrait être aussi dans le World Super Series, hein, on ne le sait pas, qui s'en vient parce que c'est sa catégorie. Je comprends qu'elle a beaucoup d'options devant elle. J'ai une anecdote pour toi. Samedi passé, il y a 8 jours, j'ai pris un petit verre de trop. Puis là, quand je fais ça, c'est dangereux parce que je suis allé sur eBay puis je me suis mis à acheter des affaires. Puis là, je surveillais s'il y avait eu des cartes sportives qui avaient été faites de boxe. Puis en 2018,
il avait pris comme 50 athlètes de toutes les sortes et il y avait Michaela Mayer. Puis là, j'ai tout acheté ses cartes, les variantes. Ça m'a coûté un prix de fou. Et là, j'aimerais ça que tu m'en parles parce qu'elle va affronter Amadouche, la Française. Ouais. Et là, on parle quand même de deux vedettes en boxe féminine. Ici, un combat très attendu. Ça va être un combat attendu, un combat aux États-Unis sur une carte de top rank. Une grosse carte. Maïva sort de sa tanière, s'en va aux États-Unis, à Vegas, se battre pour la première fois. Amadouche, c'est la cogneuse de service. Elle est plus petite que Mayer, mais c'est une knockeuse. Puis elle a de l'énergie, elle va vers l'avant. Puis elle s'en va là pour knocker Mayer. C'est ça son plan de match. On va se le dire, c'est ça sa qualité. C'est une fille qui a énormément de knock-out. On ne voit pas ça souvent en boxe féminine. Alors, on a la knockeuse versus la technicienne. Mayer, plus grande, plus de portée. Une fille beaucoup plus technique. Je dis plus technique. Amadouche, quand même, est technique aussi. Mais ça reste que Mayer est considérée comme une meilleure technicienne et moins une knockeuse. Et Amadouche, une cogneuse de puissance. Marie-Ève, j'aimerais te rappeler les propos de Marc Ramsey qui sont les suivants. En boxe, la force de frappe est un outil et non un plan de match. Je le sais, mais ça reste que... C'est son plan de match. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas d'opinion. C'est Amadouche, là. Oui, c'est sûr, mais il arrive un niveau où tu vas pas aller chercher de knockout. Moi, ça m'a toujours fait un peu sourire quand on dit lui, il vit et il périt par le knockout. Mais moi, tous ceux que j'ai vus qui avaient des trolley de knockout, une fois qu'ils sont rendus dans le top 5, ça fonctionne plus. Ça s'appelle Golovkin, Canelo, Deontay Wilder. À un moment donné, il faut que tu gagnes des rondes 10-9 pour gagner des combats. Amadouche est capable. Amadouche est capable de gagner des rounds. Maintenant, il va falloir voir, est-ce que sa petite taille va être un avantage ou un inconvénient? Est-ce qu'elle va réussir à faire pencher Mayer? C'est un peu ça, parce que tu peux pas te grandir beaucoup, mais tu peux t'organiser pour que l'adversaire boxe court. Hein. Alors, il va y avoir ça aussi. Comment elle va faire pour que Mayer boxe à son niveau? On parle de taille. Boxer plus compact. Mayer, elle a un défaut. Elle a la tête très statique. Pas toujours, mais souvent. C'est risqué devant une cogneuse aussi. Il va falloir que Mayer oublie pas de bouger sa tête. Son dernier combat, Mayer, qu'elle a fait un très bon combat, mais elle est restée statique devant Farias tout le long au niveau de la tête. Même Yvon Michel l'avait dit quand il commentait le combat à RDS. Et moi, ça m'avait marqué. Et contre une fille comme Amadouche, tu peux pas faire ça. Alors, on a vraiment un combat ici, là. On a un combat. Ça va être vraiment intéressant. J'ai tendance à favoriser Amadouche parce que, oui, c'est une cogneuse qui va essayer de cogner, mais selon moi, elle est moins connue du côté américain il y a un certain mystère autour de sa boxe qui va être intéressant, qui va être un défi pour Mayer. Ce reste que Mayer est très, très solide et pourrait très bien gagner. Est-ce que c'est un combat 50-50? Peut-être pas. Mais j'ai tendance à favoriser Amadouche. Plusieurs vont me dire non. J'ai parlé à des personnes en privé qui connaissent ça. Je me mouille. Je me mouille, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « T'es folle. C'est Mayer. C'est Mayer parce que Mayer, elle a un QI box supérieur et tout ça. » J'ai fait « Calmez-vous. On va voir. Le mois prochain, je vais pouvoir te dire si tu es folle ou pas, selon le résultat. Tu me le diras. Début pro, et là, j'admets que je ne connais pas personne, mais Raven Chapman, elle gère bien ses médias sociaux parce que j'ai vu son nom passer. Mais début pro pour Anna Bagalé, Raven Chapman et Ebony Jones. Je vais même t'en rajouter une. Il y a eu aussi Georgia O'Connor hier sur la carte de boxeur qui était là. Il y a eu plein de débuts pro. Comme tu vois, c'est toutes des British. Toutes des British puis toutes des British sur des grosses cartes. Parce qu'en Angleterre, les gens donnent beaucoup de valeur aux jeunes prospects. Ce qui est beaucoup plus difficile ici en Amérique. Tu as une jeune prospect qui arriverait, qui voudrait passer pro. Il va falloir qu'elle court après les promoteurs pour se faire signer. En Europe, c'est beaucoup plus facile. Pas plus facile, mais du moins en Angleterre, il y a beaucoup de visibilité pour ces jeunes femmes-là. Anna Bagalé en premier, on va y aller vite. Là. Ils ont toutes gagné leur combat.
les 4 filles. Anna Bagali, elle, c'est une fille qui a essayé de faire son début pro, puis ça a été cancellé à peu près 3-4 fois. Écoute, c'était la COVID. Des fois, elle n'avait plus d'adversaire. L'adversaire faisait pas. Écoute, elle s'est ramassée en exhibition contre Anna Rankin par pitié parce qu'elle pouvait plus faire oui, j'ai vu ça. Écoute, c'était une folie furieuse. Là, il a fallu qu'elle change de catégorie de poids pour être capable de faire son début pro. Mais elle l'a fait contre une boxeuse, qui avait une fiche, qui est Borislava Goranova, qui a une fiche de 40. C'est une boxeuse de 43 ans qui a 11 victoires, 66 défaites et 4 nuls. Combien? 11 victoires, 66 défaites et 4 nuls. On voit ça beaucoup en Angleterre. Moi, j'aime ça. J'ouvre mon BoxRec, puis il y a des galas de boxe où tous les adversaires sont 0-11, 0-33, puis tout l'autre côté, c'est des Nous autres, on parle beaucoup des Mexicaines. Vous êtes allés chercher une Mexicaine. C'est pareil en Europe. Les filles d'Europe de l'Est. Moi, c'est mon rêve. Mon rêve, là, c'est d'être multimillionnaire, puis d'aller voir une carte où c'est que des débuts pro contre des 0,60 ou des 11,70. Puis là, de me demander qui va dans la foule pour regarder ça. Ça, c'est une des choses que j'aimerais voir. Raven Chapman. Avant ça, je veux te dire, à la défense de Borislava Goranova, qui est quand même. Elle s'est fait battre par knockout au 2e round, OK? Sauf qu'elle avait juste été battue 7 fois par knockout dans sa carrière, dans ses 66 défaites. Oui, c'est comme ça qu'ils arrivent. C'est comme ça qu'ils arrivent à garder leur licence parce qu'ils ne se font pas arrêter, mais il y a des filles comme ça ou des boxeurs comme ça, ils ne cherchent même plus à gagner. Ils cherchent juste à ne pas se faire arrêter pour avoir une paye aux 2 semaines. Raven Chapman, elle, c'est une briqueleuse dans la vraie vie. Elle fabrique des briques. Alors, c'est son commanditaire. Elle, c'est une des protégées de Steffi Bull. Donc, elle s'entraîne, fait du sparring avec Terry Harper. C'est la partenaire de sparring numéro 1 de Terry Harper. Et là, elle va être en sous-carte de Terry Harper pour son 2e combat le 13 novembre, sous la carte de Matchroom. C'est un grand pas pour elle parce qu'elle n'est pas signée par Matchroom. Mais là, elle s'était battue contre une Bulgare. Elle s'était battue contre une Bulgare. Elle a eu, elle aussi, gagné par knockout 5e round contre Polina Golubeva. Boxer a signé beaucoup de prospects aussi de leur côté. Boxer, donc on a Ebony Jones, puis on a aussi Georgia O'Connor, 2 filles qui ont été sur des cartes de boxer récemment. Pour Ebony Jones, ça a été plus difficile. Elle a commencé lentement, mais elle a quand même gagné au point contre Vaida Maziokate, qui est une fille qui est habituée de faire les débuts pro de tout le monde, elle aussi. Et Georgia O'Connor, hier, elle s'est pris contre Esther Konechna, puis elle a gagné au point aussi. C'est toutes des filles qu'il va falloir suivre, qui ont du talent, qui ont une machine en arrière d'elle. C'est ça qui est important aussi, avoir une bonne machine derrière soi. Anna Bagali, entre autres, commente déjà sur Fight Zone TV pour certains combats. Donc, c'est une des filles qui va être beaucoup sur les cartes de Fight Zone. Ah, c'est surprenant. Même, je pense que c'est quel combat que j'ai écouté hier qu'il y avait une boxeuse féminine aussi qui faisait les commentaires étaient très bonnes. Le nom va me revenir. Là, c'est comme Jessica McCaskill? Exact, c'est ça, McCaskill. Jessica McCaskill qui est chez Matchroom, puis elle fait les cartes de Matchroom aux États-Unis beaucoup. Elle était sur la carte de Mickey Garcia. C'est ça, elle était là hier, puis elle était vraiment bonne. J'ai trouvé qu'elle parlait bien. Là, je rêvais déjà d'un combat entre elle et Marie-Ève Dicker juste pour entendre les avant-matchs. C'est possible, hein? Il l'a dit, Yvon Michel, que c'était possible. À le moyen de long terme. Mais ne manquez pas mon entrevue avec Yvon Michel, c'était grandiose. Après avoir écouté Marie-Ève, vous m'écoutez moi, ça vous fait un 2 pour 1. Victoire de Young Michard, mais pas de combat d'unification contre Terry Harper. Yun Choi, c'est elle qui a la ceinture WBA dans la catégorie des super plumes. Hein? On sait qu'il y a Maya Ramadouche qui va se faire. Terry Harper va se battre bientôt contre Alicia Baumgartner. Mais tu as aussi Choi qui devait se battre contre Harper en début d'année. Il devait y avoir un combat d'unification entre les deux, WBC, WBA. Ça ne s'est pas fait parce qu'Harper s'est blessé à la main. Là, Harper était prête à revenir. Il y a eu des grosses négociations entre les deux clans pour un combat. Mais Choi a refusé. Je ne sais pas pour quelle raison ça a bloqué, mais je sais que ça n'a pas abouti. Entre-temps, elle a fait un combat, Choi, contre une Brésilienne, Simone da Silva. Elle a gagné par TKO. C'était son premier KO depuis 2015 à Choi, qui n'est pas nécessairement renommée pour être une cogneuse de puissance. C'est plutôt une boxeuse technique. C'est une Nord-Coréenne, Choi, hein,
qui est relocalisée à Séoul, qui vit à moitié aux États-Unis, à moitié en Corée du Sud. Personnage très intéressant de la boxe. Elle a affronté beaucoup de... Mais tu sais, l'adversaire qu'elle avait, là, Da Silva, c'était quand même une fille qui avait affronté des grosses pointures. Elle avait affronté Ségolène Lefebvre, Amanda Serrano, Daniela Ramos, Tiara Brown. Donc, c'est une fille qui est habituée de faire des combats de tune-up à ben du monde. On va dire ça. C'est le genre de boxeuse qui fait faire des rounds à quelqu'un, d'habitude. Donc, un beau knockout quand même au 9e round pour Choi, c'est cool. Mais j'aurais aimé ça que ça aboutisse à quelque chose d'autre de plus sérieux après. J'aurais aimé ça, moi, le voir, l'unification entre Choi et Harper. Et ça, on n'y aura pas droit. Puis à court terme, ça n'arrivera pas. Parce que là, Harper affronte Alicia Baumgartner. Et tout de suite après, elle doit affronter Elim Khaled. Et Steffi Bull l'a dit. Elim Khaled va avoir droit. Il y a vraiment des lettres d'avocat liées à ça. Là. Elle a droit à avoir son combat. Pour toutes sortes de raisons qui sont arrivées dans la carrière d'Elim Khaled. Possiblement, Farley Avocat, un éventuel commanditaire du podcast 120 secondes, si on le nomme 2 fois, là, il va t'envoyer un chèque, c'est sûr. Et là, je veux que tu me parles de Sandy Ryan contre Alexandra Vujovic. L'as-tu vu le knockout? Non. T'as pas vu ce knockout-là? Non, j'ai pas tout vu. Mais... Mon homme, va falloir que tu aies googlé ce knockout-là après notre petit entretien. Est-ce que je suis rendu ton homme déjà? Là? Oh yes! Écoute, Sandy Ryan, je t'avais parlé d'elle quand elle a fait son début pro, puis je t'avais dit que je n'avais pas été convaincue. OK? C'est pas que je n'étais pas convaincue de son talent, mais je n'avais pas compris quel type de boxeuse elle était. Je n'avais pas trouvé que sa première performance comblait mes attentes. La deuxième, qui est celle-ci contre Alexandra Vujovic, ça a comblé mes attentes vraiment. Ça a été... Sandy Ryan est arrivée là, puis elle a fait un des plus beaux knockouts de l'année, selon moi. C'était de toute beauté contre Alexandra Vujovic. Ça a fait le tour. Écoute, Eddie Hearn était tellement impressionné. Lui, qu'est-ce qu'il en a dit après en entrevue? C'était sur une carte, bien sûr, c'était sur carte de Scardina d'Overstein, là, sur 2 zones en Italie. Ce qu'il a dit de Sandy Ryan, c'est que c'était carrément un knockout statement. C'était un statement que ça allait mettre son nom sur la map pour tout ce qui allait venir. Elle, Sandy Ryan, c'est une boxeuse qui vient des amateurs, qui a eu une grosse carrière amateur, est rentrée déjà chez Matchroom par la grande porte comme une vedette, signée par Everlast avant même son premier combat pro. On la voit partout. Là, elle a de la pression parce qu'il faut livrer la marchandise. Quand tu es rendu, tu es déjà une vedette avant même d'avoir fait ton début pro, tu dois livrer. Je te jure, elle a livré ici. Elle a fait son combat pour ce début pro contre Christy Bavington cet été. J'avais moins aimé ça, comme je te disais, mais celui-là contre Vujovic, là, c'était de toute beauté. C'est pas un combat qui est long. Je dirais aux gens, si vous voulez voir comment une fille est capable de knocker aussi, de façon aussi spectaculaire qu'un homme, il faut aller voir Sandy Ryan contre Vujovic sur les réseaux sociaux, sur Google. Allez chercher ça et vous allez capoter. Là, tu me parles de filles qui peuvent knocker. Ouais. Tu me demandes si j'ai vu ce combat-là de Sandy Ryan. Je ne l'ai pas vu, mais à la limite, le mot que j'aimerais utiliser, c'est... c'est quoi le mot que je vais utiliser? Où était l'arbitre? Savannah Marshall, la fille qui frappe peut-être le plus fort en boxe féminine, qui a probablement arrêté Lolita Musewa quelques secondes avant que l'arbitre décide, lui, d'arrêter le combat. Elle a eu droit à des shots, on appelle ça des shots gratuites. Là, il n'y avait plus d'adversaire. Ça me rappelait quand Darnell Boone avait eu les yeux fermés puis qu'Adonis avait passé une dernière gauche avant que l'arbitre intervienne. Là, elle a eu un 5-6 shots où Lolita, elle avait les bras sur le bord du corps. C'est la fameuse, tantôt tu parlais d'une 16-0 qui n'était pas à sa place, qui n'est pas à sa place selon, je me rappelle plus qui. C'est un autre exemple de fille qu'on a découvert hier qui n'était pas à sa place. On a une fille qui était une Africaine, qui avait une fiche complètement gonflée contre Savannah Marshall qui, on va se le dire, là, qui est dangereuse. On l'a vu contre
On l'a vu contre Maria Lindbergh, on l'a vu contre Alessandra Ayala, tu sais, des filles qui font des rondes, ils arrivent contre Marshall, ça dure 3 minutes. Merci, bonsoir, t'es knocké. J'avais hâte de voir ce combat-là parce que, tu sais, comme on parlait la dernière fois, des boxeuses africaines ne sortent pas d'Afrique, font du combat local. Donc, c'est difficile de se fier à la fiche pour déterminer le calibre parce que parfois, il y a de très bonnes boxeuses qui peuvent avoir une fiche négative et boxer seulement local. Il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui sortent les Africaines d'Afrique. Alors, moi, j'avais de la curiosité parce que je ne connaissais pas Mouzeia, je ne l'avais jamais vu se battre. J'avais googlé un peu, mais c'est difficile quand tu ne connais pas le calibre de l'adversaire non plus parce qu'elle est aussi boxeuse locale. Alors, je me suis dit, on a une knockeuse, elle aussi, 16-0, 8 knockouts, contre une knockeuse, Savannah, qui était 10-0, 6 knockouts, si je ne me trompe pas. Aussi. Non, plus que ça, je pense qu'il y en avait... c'est pas 7-9. Oui, une affaire de même. Là, c'est 8-10. Oui, c'est ça. Non, elle est 9-11 maintenant. Elle avait 8 knockouts. Fait qu'il y avait le même nombre de knockouts, pas le même nombre de combats. J'ai été excitée de voir ça. J'avais hâte de voir si Mouzeia avait une fiche gonflée ou pas. Et on l'a découvert que oui, comme tu dis. J'étais plus inquiet. Ouais, ça n'a pas été long. Hein? Le premier round, premièrement, Mouzeia s'est garochée sur Marshall, puis elle a vidé comme une vraie pressure fighter. Puis je pense que Marshall, en fait, l'équipe à Fury avait prévu ça. Hein? Fury avait prévu ça. Je pense qu'il avait assez vu de vidéos pour savoir qu'elle allait rentrer et essayer de faire mal à Marshall dès le premier round. C'est une stratégie qu'on voit quand on regarde ses anciens combats. Être c'est quelqu'un qui court vers l'adversaire. On peut dire que Marshall a peut-être perdu le premier round. C'est controversé, qui vont dire oui, d'autres non. Mais il y a eu... Si on parle juste de volume, c'est sûr que Mouzeia était au-dessus, mais les uppercuts de Marshall faisaient mal au premier round. Même, il y avait Clarissa Shields qui commentait entre les rounds sur ce gala-là par vidéo. Non, elle ne commentait pas entre les rounds, elle a commenté entre le round. Entre le round, c'est ça. Puis sur Twitter, mais aussi en vidéo, elle faisait des petits saluts, puis elle levait le pouce parce qu'elle est aussi signée chez Boxer, Clarissa Shields, on va en reparler juste après. Et écoute, deuxième round, Fury a dit entre les rounds, ils ont dit à Savannah Marshall, là, sois focus, elle est déjà vidée. C'était pas compliqué. Elle a tout vidé son énergie au premier round. Ça n'a pas pris de temps que Savannah Marshall, au deuxième round, a pris le contrôle. C'était fini le volume là, pour Mouzeia. Puis elle l'a défaite. Puis comme tu dis, l'arbitre dormait parce qu'il a arrêté le combat à 2 secondes de la fin. Mais ça aurait dû être arrêté peut-être quelques secondes, un petit 10 secondes avant, là, même plus. Là. Mais là... difficile à dire. Là, moi, j'ai hâte d'aller dans le vif du sujet. Alors, allons-y. Clarissa Shields a une seule défaite en boxe. Contre Savannah Marshall. Contre Savannah Marshall. Quand elle avait 17 ans. Clarissa Shields, elle n'en revient jamais de ça. Elle en parle tout le temps de Savannah Marshall. On dirait qu'elle a un piano sur l'épaule avec Savannah Marshall. Clarissa Shields, qui, moi, je vais te le rappeler, est déjà allée au tapis contre Anna Gabriel sur une droite flush. Et là, tu as Savannah Marshall qui, elle, est rentrée dans la tête à Shields. Là, cette semaine, Shields, elle a dit « Ouais, mais j'ai déjà fait 4 rondes de sparring. C'était un massacre avec... » L'autre, elle n'a pas embarqué. Mais là, c'est le combat féminin, si on avait le choix, qui est pas mal le plus attendu dans ceux qui se concrétisent. Pas les autres, on les a pas mal tout eu. On a été chanceux. Là, Boxer, que tu parles, un promoteur, ils nous ont annoncé que le 11 décembre prochain, Marshall et Shields allaient être sur la même carte. Tout ça qui va culminer, je pense, en mars l'année prochaine. Mais là, moi, ma question, c'est que Clarissa Shields, c'est pour ça qu'elle garde le titre WBO des 154, j'imagine. C'est pour ça que Marshall est championne de la WBO à 160. J'imagine que c'est ça le concept là, pour faire le combat de championnat. Ouais. Mais là, veux-tu bien me dire qui vont affronter en décembre? Je veux dire, ces deux sont tellement dominantes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les regarder les deux en assommer une. Puis... Déjà, en partant, j'ai hâte de voir dans quel état va être Shields. Parce qu'il ne faut pas oublier que Clarissa Shields se bat dans pas long, en PFL, en MMA. 6 semaines après, elle fait son combat, le 11 décembre. Ben oui, mais elle est tellement bonne. Si tu y amènes une fille du calibre que Savannah Marshall a eu hier, elle peut la battre dans la même soirée qu'elle fait du PFL. Faudrait pas qu'elle se fasse faire mal sur son combat d'MMA. Moi, là, je dis tout le temps, elle va se battre le 11 décembre, c'est en bon état. Parce que son premier combat d'MMA, c'était pas facile. Non, elle a gagné avec ses points, mais elle pourrait se faire mal. Peut-être pas au point, mais autrement. Fait que j'ai hâte de voir. Faut se garder une petite gêne. Oui, elle va se battre le 11 si elle est en bon état, parce que clairement, c'est 6 semaines après. Hein? Alors, on va voir. Bon.
Savannah Marshall, des possibilités, il n'y en a pas tant que ça. Là. Selon moi, s'ils veulent que le combat avec Shields ait lieu, il faut quand même qu'ils leur trouvent un adversaire assez de calibre, mais qu'il ne faut pas qu'il se fasse faire mal. Si il y en a une qui se blesse, t'as pas de combat, là. T'en as pas de combat. Puis eux autres, ils misent là-dessus, boxeur. Là. Alors, t'es comme pris en deux feux. Tu dois faire des rounds à Savannah Marshall, des rounds de qualité, parce que Shields, elle sera pas facile à knocker, là. C'est pas quelqu'un de facile. C'est pas Lolita Museya. Elle, Shields, elle peut se faire knocker. Mais ça veut pas dire, comme tu disais, tu sais, qu'on parlait tantôt, là, mais Shields part largement favorite contre Marshall. Ben oui, même principe, mais un peu comme Maillard contre Amadouche, c'est exactement le même type de combat. Quelqu'un avec un QI box très élevé et beaucoup d'aptitudes boxe versus quelqu'un qui a de très bonnes aptitudes boxe et qui est une knockeuse, avec donc une cogneuse de puissance. Donc, le défi, c'est de trouver des adversaires en sparring, puis pour le prochain combat de Marshall, qui vont lui faire des rounds intenses et qui vont lui faire travailler ces choses-là. Elle n'a pas besoin de travailler sa puissance. Elle est déjà capable. Est-ce qu'on comprend que Shields contre Marshall va avoir lieu en Angleterre? Je crois que oui. Parce que déjà, ils font sortir Shields. Le gala va être à Birmingham. Mais c'est quand même une défaite pour la boxe américaine qui, comme, on va voir où ça va atterrir, mais on voit que il y a moins le vent d'un voile un peu en boxe américaine. C'est vraiment l'Angleterre est en train de prendre tout le contrôle. Tu sais, s'ils commencent à avoir les combats comme Marshalls puis Shields en Angleterre. Ils ne payent pas assez. Aux États-Unis, les promoteurs ne sont pas intéressés à te faire des grosses cartes avec des bonnes bourses. On l'a vu. On revient juste quelques mois avant. Hein. Tu te rappelles, c'est Nissa Estrada contre Tsunami. Tsunami qui a perdu son titre pour 10 000 $. Clarissa Shields n'acceptera pas c'est une championne, elle n'acceptera pas des petits salaires à 20 millions. Elle va se battre en PFL à la place. Eux autres, ils veulent 1 million chacune, minimum, pour faire leur combat. Puis c'est ça qui va arriver, parce que c'est assez vendeur pour faire 1 million chacune. On ne parle pas de 10-15 millions. On ne parle pas des bourses à Usyk. On parle de mettre 1 million de chaque bord pour les faire se battre. Ce qui est le moindrement respectueux, ces deux championnes, c'est attendu, c'est vendeur. En Angleterre, tu sais que tu vas faire des grosses ventes là-dessus. Tu vas remplir le stade. Au Canada et aux États-Unis, c'est pas ça qui devient. Tu peux pas attirer une foule juste avec ça. Il faut une plus grosse carte. En Angleterre, tu peux vendre avec ça. Tu peux faire une carte plus petite en dessous pour faire des profits pour payer tes boxeuses. C'est ça la différence. Là-bas, il y a un hype. Nous, il y en a moins ici. Pour la boxe féminine. Puis, tu sais, Marshall, elle n'a pas le choix d'affronter Shields. Puis Shields n'a pas le choix d'affronter Marshall parce qu'il n'y a personne à 154 livres qui peut aller jouer. Là, on l'a vu avec. Marie-Ève Dicker est vraiment la meilleure boxeuse de la division des 154, puis elle n'a pas pu rien faire contre Shields. On ne peut pas l'envoyer à 160. C'est à 147, je pense qu'on pourrait avoir une Marie-Ève Dicker qui va aller même battre McCaskill, mais pas à 100. Exactement. Monter, ça ne fait pas de sens. Rendu là, affrontez-vous. Juste pour te dire, sur la même carte de boxeur hier, de Museya et Marshall, il y avait Georgie O'Connor, dont je t'ai parlé, qui faisait son début pro, mais il y avait aussi April Hunter qui se battait contre Christy Bavington. C'était un bon match-up et Bavington n'était vraiment pas favorite. La chouchou, c'est Hunter. On a déjà parlé d'Hunter, toi puis moi, on l'avait comparé avec Summertime, la petite boxeuse, Summerlin, la boxeuse de Rick Ramos, puis on disait crème, ils n'ont jamais affronté de boxeuses qui ont une fiche positive. Mais hier, Christy Bavington avait une fiche positive et elle a battu April Hunter, elle a dominé. Selon moi, ce sera 4 rounds à 2 facilement. Tu parles que Hunter est la chouchou. C'était une des préférées. Mettons, c'est une de celles sur qui il y a beaucoup de publicité. Et toi, tu es la chouchou du public québécois depuis 5 épisodes. Alors, parle-moi donc des combats à venir. Là, on va être gâtés. On va être gâtés parce que, tu sais, quand on dit chez les gars qu'il n'y a pas toujours le match-up qu'on veut, là, puis les combats qu'on veut. Écoute, 22 octobre, Jessica Tutibop, comme je te disais, contre Joanna Zuniga pour le titre, elle met son titre WBA en jeu. 30 octobre, Barbie Juarez contre Jackie Navas, 2 stars mexicaines. Hey, c'est quoi ça? C'est une ceinture
une ceinture de la Villa des Tilleuls qui mettent en jeu. C'est la ceinture diamant quand tu as deux grandes championnes qui s'affrontent. C'est comme une ceinture typique de WBC qui n'a pas grand sens, mais qui est là pour faire des sanctioning fees. Mais ça va être tout un combat, puis on va en reparler en novembre, c'est sûr. 31 octobre, Chantel Cameron contre Mary McGee. On va en reparler aussi en novembre. 5 novembre, Amadouche contre Maillard. 5 novembre, Rankin contre Maria Lindbergh. 15 novembre, Dina Torlund contre Zulinia Munoz. Un méchant bon match-up, ça aussi. 19 novembre, tu as Jessica Camara contre Kelly Reese. Et juste pour finir ça, le 20 novembre, tu as Ségolène Lefebvre contre Paulette Valenzuela. Puis tu as aussi le début pro de Caroline Dubois contre on ne sait pas qui l'adversaire, mais ça va être à suivre. Ça aussi, elle aussi est chez Boxer. Est-ce que je t'ai déjà parlé des... Bergu contre Belkacem. Les Dubois, ils ont aussi un plus jeune qui était considéré comme le meilleur boxeur de 16 ans et moins. Ils ont un frère. Malades. Ils sont fous. C'est une famille de fous. C'est des boxeurs. Ça me fait penser à la famille Fundora. Là. Ils font toute de la boxe, la maman, le papa, tout le monde est dans la boxe. Là. Puis tous les enfants en font. Là. C'est la même affaire. On a fini. Là. Oui. On a fini ta grande liste. Qu'est-ce que j'avais pour toi aussi dans mes papiers? Marie-Pierre Roule, tu n'en as pas parlé, pour être sur une carte à Trois-Rivières. J'en ai pas parlé. Je vais sûrement parler en novembre. J'attends d'avoir des détails, mais ça reste que Yvon Michel l'a mentionné dans ton entrevue sur une carte avec Zouski. Il a même mentionné le nom de Mathieu Germain, peut-être. Il a dit que ce serait une belle carte, puis il a donné ces 3 noms-là. Moi, je trouve ça excitant de voir que Marie-Pierre est prête à revenir. Si Yvon Michel a lancé son nom, c'est parce que Marie-Pierre se sent prête. Sinon, il ne l'aurait pas fait par respect pour Marie-Pierre, avec tout ce qui est arrivé. Très excitant, très hâte de voir Marie-Pierre revenir. J'espère que ça va bien aller pour elle et on va en reparler quand on va avoir des détails sur si c'est officiel, avec qui va être l'adversaire, etc. Et c'est sûr que si Marie-Pierre se bat, je vais y aller. Mais là, moi, je veux savoir, là, toi, qui est la personne à peu près la plus intense que je connaisse, point de vue travail, c'est sûr que tu dois déjà essayer d'avoir Yenesia Gomez en entrevue. Tu vas avoir Marie-Ève Dicker. Je m'attends à ce que tu cours après l'adversaire de Marie-Ève Dicker. Il va falloir te surveiller dans les prochaines semaines pour que tu fasses de surmenage. Non, je ne ferai pas de surmenage, mais bon, ceux que je vais avoir en entrevue prochainement, je vais avoir Paulette Valenzuela, entre autres, ma première entrevue en espagnol, qui est l'adversaire de Ségolène Lefebvre. Je devrais avoir aussi Jessica Camara à court terme. On attend de confirmer une date d'entrevue. Et oui, je vais essayer de parler à Yesenia Gomez et à l'adversaire de Marie-Ève Dicker. Et je vais sûrement essayer de parler aux 2 filles québécoises, à nos 2 Québécoises aussi, d'ici quelque part en décembre, quand ils vont se battre. J'aime ça. Je trouve que les filles ont le droit d'avoir une tribune pour jaser. Puis, ils n'en ont pas beaucoup. Puis, ça me fait plaisir de leur donner, peu importe où elles sont. Je pense que c'est bon pour la boxe féminine. Alors, on va essayer de les mettre en valeur un peu. Voilà. Oui, et on va avoir peut-être Léla Baudouin aussi en novembre au Mexique. On va tout surveiller ça. J'attends ça assidûment aussi. Léla est due pour un gros combat. Donc, en novembre, on a déjà un plan de match de bouquet, là. On est débordé. Il va falloir faire des heures supplémentaires. Et là, regarde bien le prochain sujet. C'est terminé. C'est tout pour l'épisode numéro 5 de 120 secondes. Ton 2e podcast préféré. Ciao! Aïe.